À haute altitude, au-dessus de la mer du Nord, un vieil avion à hélice tombe littéralement du ciel. Les gros titres parlaient de sabotage. Les enquêteurs envisagent plusieurs hypothèses. Ils mettront 2 ans à trouver la cause de l'écrasement. C'est du jamais vu dans une enquête sur une catastrophe aérienne. Je me suis dit, bon sang, comment est-ce possible? Il en résultera des arrestations sur un autre continent. La sécurité de l'un des plus prestigieux avions du monde sera remise en question, Air Force One. Le problème a même touché l'avion du président des États-Unis. À 16h30, le 8 septembre 1989. Knut Weitem et Finn Peterberg sont aux commandes d'un vol nolisé entre Oslo en Norvège et Hambourg en Allemagne. L'avion se trouve à une centaine de kilomètres de la côte du Danemark. 124.555, partner 394. How was dinner? Delicious. A little pricey, but delicious. Les deux amis ont survolé le monde entier ensemble, dont certaines régions reculées d'Afrique. Ce sont 2 pilotes d'expérience qui comptent prendre leur retraite dans les prochains mois. Copenhagen, good afternoon. Partner 394, maintaining flight level 222. Partner 394, good afternoon. Radar contact, Copenhagen Control. 394. L'avion vole à une altitude de 6700 mètres au-dessus de la mer du Nord. Il s'agit d'un Convair 340-580 à hélice. C'est un avion populaire pour les trajets de courte durée comme celui-ci. L'avion est nolisé par la compagnie de navigation norvégienne Wilhelmsen. Les 50 passagers ont gagné un concours organisé par la compagnie, dont le prix est un voyage à Hambourg pour baptiser un nouveau bateau. Les baptêmes de navires sont des cérémonies très excitantes. Certains d'entre eux y avaient peut-être déjà assisté. L'ambiance était à la fête au moment du décollage. Tandis que le Convair survole la mer du Nord, un F-16 des forces armées norvégiennes en route vers sa base croise l'appareil. Whoa, look at that, 11 o'clock. F-16. Tout à coup, une violente secousse ébranle l'avion. L'équipage est pris au dépourvu. L'avion fait des tonneaux. Les contrôleurs aériens se rendent compte que le vol 394 de Partner dévie de sa route en tombant du ciel. Partner 394, Copenhagen Control. Please report new flight level. L'équipage s'efforce de sauver l'avion et la vie de ses passagers. Please report new flight level. L'appareil disparaît des radars. L'avion nolisé semble s'être écrasé en mer. Partner 394 en route to Hamburg is off radar.
Les équipes de sauvetage se précipitent sur les lieux de l'écrasement à près de 20 km au nord des côtes danoises. Ils ne récupèrent que des débris et des cadavres. Les 55 occupants de l'appareil ont péri. Je les connaissais tous. Certains étaient des amis intimes, d'autres étaient des connaissances, mais je les connaissais tous. C'était doublement pénible. La nouvelle plonge la compagnie de navigation dans une profonde consternation. La moitié des employés du siège social sont morts dans la tragédie. C'est la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Norvège. Le pays entier est bouleversé. Jan Ovind est un jeune journaliste qui travaille pour le plus grand quotidien de la Norvège. Il couvre le drame. Un enquêteur de la FAA de la Norvège a immédiatement conclu à un acte de sabotage. Un dirigeant de l'équipe de sauvetage danoise a lui aussi déclaré qu'il s'agissait certainement d'une bombe, parce qu'il n'y avait pas eu d'appel de détresse et que l'avion était tombé du ciel. Une bombe expliquerait le brusque plongeon de l'avion. Les enquêteurs chargés d'élucider ce mystérieux écrasement d'avions de passagers au-dessus de la mer du Nord envisagent une terrible hypothèse. L'appareil a-t-il été la cible d'un attentat? Les secouristes ratissent la surface de l'océan pour repêcher des débris de l'épave et les corps des victimes. Seulement 5 cadavres seront retrouvés. Les autopsies sont pratiquées au Danemark. Les examens révèlent que certaines victimes ont de petites plaies perforantes. Voilà qui étaye l'hypothèse d'une bombe qui aurait pulvérisé le vol 394 de Partner. L'autopsie du copilote révèle également un fait troublant. Un cure-dent en parfait état est découvert dans son estomac. C'était curieux, parce qu'un cure-dent a 2 extrémités pointues. Comment a-t-il pu l'avaler? Ça témoigne de la violence du choc. Mais rien ne prouve qu'une bombe a provoqué l'écrasement de l'avion. Les enquêteurs doivent en apprendre davantage au sujet des dernières minutes du vol. Partner 394 en route to Hamburg is off radar. Neuf stations radars différentes ont capté ces dernières secondes. Ces images dévoileront peut-être de précieux indices. Les données les plus surprenantes sont celles d'une station radar militaire de Suède. Les opérateurs détectent le vol de Partner alors qu'ils survolent la mer du Nord. Le radar militaire détecte une situation inhabituelle. Quelque chose partage le même espace aérien que l'avion. Et ce n'est pas un autre avion. Le vol 394 semble avoir piqué du nez à une altitude de 6700 mètres. On ne savait pas ce que c'était. On n'en avait pas la moindre idée. Ça a pris plus d'une demi-heure, plus précisément 38 minutes. On s'est demandé ce qui pouvait être assez léger pour tomber aussi lentement et assez lourd pour être détecté par le radar. Quel que soit ce mystérieux objet, il repose maintenant dans les profondeurs océaniques. D'abord, l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et ensuite l'enregistreur de données de vol sont repêchés au fond de l'eau. Les 2 boîtes noires ont été endommagées lors de l'écrasement. Les enquêteurs espèrent tout de même récupérer les données. L'enregistreur aura peut-être saisi une conversation entre les pilotes qui expliquerait ce qui s'est passé à bord. On. That's required. Auto-feather system. Le dispositif enregistre habituellement les dernières minutes d'un vol, mais ce CVR a plutôt fait le contraire. Power.
On n'y entend que les préparatifs de vol. L'enregistrement cesse mystérieusement juste avant le décollage. Les conversations au sol ont été enregistrées. Mais dès que les moteurs ont atteint le régime normal pour le décollage, c'était le silence radio. On était déçus. Mais le CVR défectueux a tout de même capté des propos troublants entre les deux pilotes. How's the weather in Hamburg? Oh, it's clear skies, good visibility. Hope it stays that way. Le CVR dévoile aux enquêteurs que le vol 394 a eu un problème inhabituel au décollage. La compagnie Partner éprouvait de graves ennuis financiers. On a appris que quelques heures à peine avant le décollage, les autorités de la sécurité aérienne de la Norvège avaient envoyé un téléx à tous les aéroports du pays leur disant d'interdire le décollage des avions de Partner parce que la compagnie était en défaut de paiement. They won't release us for takeoff until we pay the catering bill. How much you got on you? Seriously? Huh? Probably enough, actually. Wow. I'll take care of it then. Le copilote quitte le poste de pilotage pour régler la facture des repas servis à bord. Les enquêteurs consultent les états d'entretien en se demandant pourquoi le CVR n'a enregistré que les conversations au sol. Ils découvrent que l'enregistreur a été modifié plus de 10 ans auparavant. Modified to switch to primary AC. Lights up. Quand la puissance des moteurs est maximale en vue du décollage, Your power. le CVR doit changer de source d'alimentation. Le transfert s'opère de la batterie de bord au générateur. Mais cette modification ne fonctionnait pas dans cet avion. Les deux pilotes ne se rendent pas compte qu'en démarrant les moteurs à plein régime, le CVR n'a plus de courant. Chaque fois que des éléments clés de l'enquête, comme l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol, s'avèrent défectueux, ça soulève la question de la qualité de l'entretien et de la sécurité de l'appareil. L'enregistreur défectueux et les mauvaises créances incitent les enquêteurs à vérifier les antécédents de l'avion et de sa compagnie aérienne, Partner Airlines. Partner opère une flotte de vieux avions qui desservent les villes d'Europe du Nord. Le Convair, qui s'est écrasé dans la mer du Nord, compte parmi les plus récentes acquisitions de la compagnie. Mais l'avion a 36 ans. Son parcours est complexe. Il a changé de main plusieurs fois et subi de nombreuses modifications, notamment en matière de moteur. La plus importante modification a été l'installation de moteurs à turbine. Sur les avions à hélices, les hélices déplacent l'air vers l'arrière, ce qui propulse l'avion vers l'avant. Les premiers avions à hélices se servaient de moteurs à piston pour faire tourner les hélices. Mais les moteurs à turbine, qui compressent l'air à l'aide de ventilateurs au lieu de pistons, sont beaucoup plus puissants. Finn Hemdahl apprend qu'en 1960, les moteurs à piston originaux de l'avion ont été retirés pour installer de nouveaux turbopropulseurs puissants sur les ailes. Cette modification fournit une plus grande puissance, mais elle peut comporter un risque. Les turbopropulseurs ont augmenté les chevaux-vapeur de façon spectaculaire. Mais il fallait se demander quel en était l'impact sur la structure de l'avion. Finn Hemdahl est responsable de l'examen des moteurs. Il veut savoir si les moteurs à turbine peuvent avoir causé la désintégration du vieil avion. Je me demandais comment un avion avait pu se désintégrer en plein vol. Les enquêteurs ont bon espoir que l'enregistreur de données de vol les éclairera au sujet du fonctionnement des moteurs dans les moments qui ont précédé l'écrasement. Mais l'enregistreur de cet avion est un modèle analogique rudimentaire.
Il était fait d'un ruban de papier métallique qui se déroulait et d'aiguilles qui traçaient un sillon sur la surface de métal. L'enregistreur de bord désuet est une autre source de frustration pour les enquêteurs. Plusieurs des paramètres habituels n'ont pas été enregistrés. Mais plus mystérieux encore, les aiguilles semblent avoir enregistré certains signaux 2 fois. Les experts qui analysent le dispositif sont perplexes devant cette ligne double. C'était du jamais vu. On a consulté plusieurs spécialistes, mais personne n'avait de réponse à nous donner. À première vue, l'enregistreur de bord ne leur apprend rien au sujet de l'écrasement. Finn Hemdahl se demande donc si la défectuosité de la boîte noire ne serait pas un indice en soi. Il décide de faire parvenir l'enregistreur de vol à l'entreprise américaine qui l'a conçu pour le soumettre à des analyses plus poussées. Les résultats seront surprenants. Les enquêteurs reconstituent soigneusement l'avion de Partner. L'équipe norvégienne a repêché l'épave de l'appareil avec l'aide des autorités locales, celle du Danemark, je crois. Ils ont décidé de reconstituer l'avion. Il s'agit essentiellement de rassembler les morceaux d'un casse-tête. Ce faisant, les enquêteurs peuvent se concentrer sur ce qui leur semble le plus important en établissant les priorités. Tandis que le fuselage reprend forme, l'avion fournit des preuves troublantes aux enquêteurs. La seule explication plausible pour une désintégration au niveau de croisière était l'explosion. Certaines pièces nous ont paru un peu suspectes. Ou plutôt, ce qu'il y a sur les pièces. La rumeur courait qu'on avait trouvé des explosifs dans l'avion de Partner. Il y a des traces d'un puissant explosif militaire. La quantité est infime, mais les médias ont vent de la découverte. Les résidus d'explosifs pourraient provenir d'une bombe à bord de l'avion. Mais pas nécessairement. Un exercice militaire de l'OTAN surnommé Opération Sharp Spear a eu lieu le jour de la tragédie, à proximité du vol 394. L'un des pilotes à qui j'ai parlé m'a dit que lors des tests, une roquette avait pu malencontreusement toucher le fuselage de l'aile. Plusieurs se demandent si une ogive perdue a provoqué l'écrasement de l'avion. Mais l'analyse des résidus d'explosifs permet de réfuter la thèse de la bombe ou de l'ogive. Il n'y a pas suffisamment de résidus dans l'avion. Il y avait de petites traces d'explosifs, mais ce n'était pas suffisant. C'était probablement une contamination, sans plus. Plusieurs batailles ont été livrées au large des côtes danoises et la mer est remplie de vieilles munitions. Les enquêteurs estiment que l'épave a été contaminée par des résidus quand elle reposait au fond de l'océan. L'hypothèse de l'explosion est définitivement écartée comme cause de l'écrasement. On demande la collaboration de l'ingénieur métallurgiste Terry Heaslip. En examinant la queue reconstituée de l'avion, il fait une importante découverte. À certains endroits, le revêtement de l'appareil a été endommagé par une surchauffe. Ça voulait dire que le revêtement avait subi une flexion. Si on tord un cintre dans tous les sens, on risque de se brûler si on le touche près du point de rupture. C'est la même chose pour un avion. Tout porte à croire que la queue de l'avion est à l'origine de la tragédie. Les enquêteurs sont impatients d'examiner l'énorme générateur récupéré à l'arrière de l'avion. Le groupe auxiliaire de bord, ou l'APU, se loge dans la dérive arrière du Convair. C'est un générateur d'électricité de secours qui ne sert habituellement que lors des opérations au sol. En examinant le dispositif,
Finn Hemdahl constate que des pièces de plastique fondues provenant de la cabine se sont introduites dans la turbine de l'APU. Voilà qui est révélateur sur ce qui se passait dans l'avion au moment de la catastrophe. Ça voulait dire que l'APU était encore en marche quand la cabine s'est désintégrée. L'APU n'aurait pas dû fonctionner pendant que l'avion était en plein ciel. Voilà qui laisse croire que l'APU a peut-être joué un rôle dans l'écrasement. Les enquêteurs tentent d'en apprendre davantage sur les événements de la journée de la tragédie. Ils interrogent le mécanicien qui a inspecté l'avion ce matin-là. Il rapporte que l'un des deux générateurs principaux de l'avion ne fonctionnait pas et qu'il n'a pas réussi à le réparer. Le règlement stipule qu'un avion doit avoir 2 sources d'énergie pour avoir l'autorisation de décoller. Le copilote trouve une solution pour obtenir l'autorisation de s'envoler. Il explique aux responsables qu'il prévoit utiliser le groupe auxiliaire de bord pendant tout le vol pour remplacer le générateur défectueux. Okay, I want you to write this in the logbook. Released for flight with APU generator operative. We'll use the APU to power the left side AC system. APU is coming on. Beta lights off. Your power. En examinant l'APU, Finn Hemdahl fait une importante découverte. J'ai tout de suite vu que ce n'était pas une pièce d'avion conforme. C'était fait de façon très rudimentaire, avec un morceau de fer et une soudure qui laissait à désirer. Il remarque que l'un des supports qui fixe l'APU à l'avion est cassé. Le dispositif est muni d'une turbine qui fournit de l'électricité grâce à une rotation très rapide. Une turbine mal fixée pourrait avoir causé l'écrasement. Les enquêteurs doivent vérifier si l'APU défectueux est bel et bien responsable de la catastrophe. Ils découvriront bientôt qu'il s'agit seulement d'une pièce d'un casse-tête beaucoup plus complexe. Les enquêteurs ont constaté que l'avion 394 de Partner volait avec un support de l'APU cassé. L'ingénieur métallurgiste Terry Hislip soumet la pièce à un examen approfondi. J'ai d'abord constaté que la soudure était mal faite et probablement inadéquate. Hislip veut savoir à quel moment le support s'est cassé. Si la rupture s'est produite au cours du dernier vol de l'avion, le bris pourrait avoir causé l'écrasement. Les marques de choc et la progression des dommages montraient que la rupture ne provenait pas d'une seule surcharge subite au cours du vol fatal. L'usure sur le support de l'APU cassé révèle à Terry Hislip que la cassure n'a pas eu lieu le jour de l'accident. Le support était brisé bien avant le décollage du vol 394. Les enquêteurs veulent maintenant savoir quel effet a eu ce support cassé sur l'avion. 40,000 RPMs. Do a lot of damage. L'APU est un énorme gyroscope. Sa rotation dégage une quantité phénoménale d'énergie. Et si cette énergie est transmise aux autres parties de l'avion, comme le fuselage ou la structure, elle peut avoir un effet sur les vibrations dans la queue. Les circonstances de l'écrasement demeurent mystérieuses. Les enquêteurs savent que le support de l'APU était déjà cassé avant le vol, mais ils ignorent encore s'il a joué un rôle quelconque dans l'écrasement ou s'il a eu une incidence sur la queue de l'avion. Mais la reconstruction de l'appareil commence à faire la lumière sur les circonstances de la tragédie. Finn Hemdahl découvre que 2 portes de la section arrière de l'avion manquent toujours à l'appel. En reconstituant la queue, on a constaté que la gouverne de direction était coupée en 2 gros morceaux et qu'il manquait certaines pièces.
Les portes entre la dérive et la gouverne étaient introuvables. Il s'agit de deux petites portes situées sur la dérive de l'avion. Elles permettent aux mécaniciens d'accéder aux masses d'équilibrage à l'intérieur de la dérive pour contrôler les mouvements de la gouverne. Finn Hemdahl fait une découverte cruciale au sujet des portes elles-mêmes. Elles sont constituées d'une garniture de nid d'abeilles en aluminium. Grâce à son expérience dans l'armée de l'air, il connaît leurs caractéristiques particulières. C'est une feuille d'aluminium très mince qui réfléchit abondamment la lumière. C'est très lumineux. Les militaires s'en servent pour leurrer les signaux radars. C'est ce qu'ils appellent de la paillette. Les enquêteurs se rendent compte que l'objet non identifié repéré par le radar suédois est probablement l'une des portes de la dérive. Mais pourquoi les portes se sont-elles détachées en plein vol? La réponse à cette question résoudra probablement le mystère de l'écrasement. Les enquêteurs savent que les masses d'équilibrage de la gouverne sont situées derrière les fameuses portes. Si la gouverne se déplace trop brusquement d'un côté à l'autre, il en est de même pour les masses. On a retrouvé suffisamment de pièces pour déduire que les masses ont cogné contre les portes. Les premiers morceaux qui ont cédé sont les nids d'abeilles de ces portes. Les enquêteurs concluent qu'au moment de l'accident, quelque chose faisait osciller violemment la gouverne de direction, mais ils ignorent de quoi il s'agit. L'APU, avec son support anti-vibratoire cassé, ne pouvait pas avoir causé à lui seul le détachement de la queue et la désintégration de l'avion. Il y avait certainement d'autres facteurs. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour déterminer quels sont ces facteurs. La compagnie Partner propose sa propre explication. Elle accuse le F-16 qui a survolé l'avion quelques minutes avant qu'il ne dévie de sa trajectoire. Whoa, look at that, 11 o'clock. F-16. Chez Partner, on prétend que l'avion militaire dépassait la vitesse recommandée. En ajoutant qu'il a volé plus près de l'avion que ne le mentionne le rapport officiel. Partner a embauché un enquêteur suédois qui a conclu que le F-16 avait peut-être franchi le mur du son en survolant l'avion de Partner. Quand un chasseur ou n'importe quel autre avion franchit le mur du son, une onde de pression se propage. Selon la théorie de Partner, cette onde de pression aurait provoqué la désintégration de leur avion en plein ciel. Mais le pilote norvégien du F-16 soutient qu'il était à plus de 300 mètres au-dessus du Convair quand il l'a survolé. Les enquêteurs calculent la distance à laquelle le F-16 aurait dû se trouver pour perturber gravement le vol 394. Ils en arrivent à la conclusion que pour que l'onde de pression du chasseur mette l'avion en péril, il aurait fallu qu'il frôle le Convair de quelques mètres. Or, rien ne laisse croire que les deux avions aient été si près l'un de l'autre. 70% des débris de l'épave ont été repêchés dans l'océan, mais les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi la queue du Convair s'est détachée de l'appareil en plein ciel. Le vent tourne quand ils obtiennent les résultats de l'analyse de l'enregistreur de données de vol défectueux effectué aux États-Unis. Le fabricant a demandé à son expert le plus chevronné d'examiner le dispositif, même s'il est à la retraite. Le fabricant nous a mis en contact avec un de ses ex-employés, en Californie. L'expert explique aux enquêteurs que l'aiguille qui devait enregistrer l'altitude de l'avion vibrait avec une telle intensité qu'elle laissait un deuxième sillon sur le métal. Mais ce n'est pas tout. Ce dispositif peut enregistrer pendant des centaines d'heures. En déroulant complètement le métal, il constate que l'enregistreur de bord vibrait dangereusement depuis des mois. Ça s'était poursuivi pendant 360 heures d'opération avant l'écrasement.
Je n'avais jamais vu une telle anomalie auparavant. On a mis un bon moment à comprendre ce qui s'était passé. Il semble que l'APU n'était pas la seule chose qui vibrait dans cet avion. Les enquêteurs décident d'établir la chronologie des vibrations. Ils remarquent un changement inhabituel dans le profil des vibrations. 2 mois avant la tragédie, les vibrations ont brusquement cessé pendant 2 semaines. Virtually no vibrations for at least 16 flights. L'intensité et la fréquence des vibrations ont augmenté jusqu'à l'été 1989. Et ensuite, plus rien. Après un moment de répit, les vibrations ont repris de plus belle jusqu'au jour fatidique. What happened here? Les enquêteurs doivent maintenant trouver ce qui a changé dans l'avion au cours des 2 semaines où les vibrations ont cessé. Why was it out of service? Where was the work done? Chez Partner, on explique aux enquêteurs que le Convair subissait une importante révision dans l'Ouest canadien au moment où les vibrations ont cessé. Thank you. We'll be in touch. Les travaux ont été exécutés par l'ancien propriétaire de l'avion, une compagnie canadienne spécialisée dans l'entretien des Convair. Au cours des multiples vols d'essai effectués au Canada, l'enregistreur de bord n'a pas capté de vibrations excessives. Ce bon fonctionnement s'est poursuivi pendant plusieurs vols de passagers après la révision, une fois l'avion de retour en Norvège. Les enquêteurs revoient les états d'entretien de l'appareil. Finn Hemdahl note que durant la révision, les mécaniciens ont trouvé des signes d'usure sur l'un des 4 boulons qui fixent la dérive à la queue de l'avion. Ces 4 boulons, voilà tout ce qui rattache la queue au fuselage. Au cours de la révision du Convair en juillet 1989, un mécanicien a remplacé l'un des 4 boulons. L'information provenant de l'enregistreur de bord révèle que les vibrations dans la queue ont cessé immédiatement après le remplacement de ce boulon. Par une chance inouïe, les enquêteurs retrouvent les 4 boulons qui fixaient la queue. Terry Hislip examine soigneusement les boulons. Il fait une autre découverte stupéfiante. Les 3 boulons qui n'ont pas été remplacés ne sont pas des pièces approuvées. On a mené à la fois des essais métallurgiques et mécaniques. Et à la lumière de ces analyses, on a constaté que 3 démontages étaient mal faits. Ils n'étaient pas conformes. Les conclusions de Terry Hislip confirment que les boulons n'ont pas été convenablement traités thermiquement au moment de l'assemblage. Ils étaient donc 60% moins résistants que des boulons conformes. Les enquêteurs savent enfin pourquoi la queue de l'avion a vibré ainsi pendant des mois. 3 boulons de fixation sur 4 n'étaient pas assez solides. They just weren't hard enough. Unbelievable. 3 boulons qui servaient à fixer la queue au reste de l'avion n'étaient pas des pièces authentiques, mais c'était à peine perceptible. Les boulons défectueux suscitent une question fondamentale chez les enquêteurs. Pourquoi la queue ne s'est-elle pas détachée au cours des 16 vols précédents quand la vibration était intense? Les enquêteurs savent déjà que le jour de l'écrasement, comme un générateur d'électricité ne fonctionnait pas, les pilotes ont trouvé une solution de rechange. Okay, I want you to write this in the logbook. Released for flight with APU generator operative. We'll use the APU to power the left side AC system. APU is coming on. Les pilotes ne se sont pas rendus compte que le support de l'APU était cassé et que le dispositif vibrait énormément. Leur décision de le garder en marche pendant tout le vol a empiré la situation.
Le seuil critique a été atteint ce jour-là en raison de l'APU qui reposait sur 2 supports au lieu de 3. Sans oublier les 3 boulons non conformes. Voilà pourquoi la vibration a pris des proportions alarmantes. Si les 2 structures instables se mettent à vibrer à la même fréquence, elles s'en trouvent multipliées. C'est ce qu'on appelle des harmoniques couplées. Les vibrations s'alimentent mutuellement et la situation dégénère. Le plus célèbre exemple d'harmonique couplée s'est produit sur le pont de Tacoma dans l'État de Washington en 1940. Le pont d'acier et de béton nouvellement construit s'est mis à osciller verticalement. Et quand un vent de côté s'est levé, le pont a tangué de gauche à droite. Les 2 vibrations dans 2 directions différentes se sont conjuguées pour créer un violent mouvement de torsion qui a provoqué l'effondrement du pont. Selon les enquêteurs, c'est ce même phénomène qui a causé la désintégration du vol 394. On s'est dit, mon Dieu, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette combinaison fatale de vibrations a fait osciller la queue de l'avion si violemment que la gouverne de direction s'est bloquée à gauche. L'avion a donc effectué un virage à gauche si abrupt que l'écoulement d'air au-dessus de l'aile droite s'est accru en augmentant du même coup la portance. L'appareil s'est mis à tourner sur lui-même, s'est brièvement redressé, mais la gouverne de direction s'est bloquée de nouveau à gauche et les portes se sont détachées de l'appareil. L'avion a refait des tonneaux et la queue s'est peu à peu désintégrée. L'équipage n'avait plus aucune chance. Les enquêteurs concluent que les 3 boulons non conformes sont responsables de l'écrasement de l'avion de Partner. Je me suis dit, bon sang, comment est-ce possible? C'était un assemblage absolument essentiel de la queue. Je n'arrivais pas à le croire. Le rapport de la tragédie du vol 394 de Partner bouleverse l'ensemble de l'industrie aéronautique. C'est la première fois qu'un écrasement d'avion meurtrier est dû à des pièces de rechange non conformes. Voilà qui soulève une grave question. Combien de pièces non conformes sont installées à bord des avions aux 4 coins du monde? C'est l'écrasement du vol de Partner qui a forcé tout le monde à reconnaître le problème des pièces non conformes et le fait que les réserves de pièces d'aéronefs du monde entier étaient contaminées. Il y a 6 millions de pièces mobiles dans un 747. L'industrie des pièces de rechange génère 45 milliards de dollars. À l'époque de cet écrasement, l'industrie n'était pas réglementée. Mary Schiavo est l'ex-inspectrice générale du département des transports qui chapeaute la FAA. Personne ne se doutait de l'étendue du problème. Avec cet écrasement, on savait que c'était grave. Mais qu'en était-il vraiment aux États-Unis? On a décidé de faire enquête en commençant par vérifier les propres réserves de la FAA. 39% de ces pièces étaient non conformes. On a découvert que parmi les pièces qui provenaient de courtiers, ce qui concerne la majorité d'entre elles, 95% n'étaient pas authentiques. La FAA a tôt fait de trouver des pièces non conformes sur l'avion ayant la réputation d'être le plus sécuritaire de la planète. On compte 5000 courtiers de pièces d'avion aux États-Unis, dont plusieurs sont établis dans la région de Miami. Ces courtiers n'étaient absolument pas réglementés. Ça ne prenait qu'un téléphone et un télécopieur et du jour au lendemain, n'importe qui pouvait devenir courtier en pièces d'avion. Et les pièces pouvaient provenir de n'importe où. De parcs à ferraille, de vieux avions, d'épaves d'écrasement ou de fabricants qui se fichaient bien des lois. Les pièces de rechange pour avions sont coûteuses. Un simple boulon comme celui qui fixait la dérive de l'avion de Partner peut coûter jusqu'à 250 $. Une pièce non approuvée peut coûter aussi peu que 30 $. C'est une aubaine. Et dans les circonstances que l'on connaît de nos jours, où les compagnies aériennes ne pensent qu'aux résultats,
et que 8 ou 10 des principales compagnies aériennes américaines frôlent la faillite, elles ne cherchent qu'à diminuer les dépenses. La FAA lance une vaste enquête sur les pièces illégales. Des agents d'infiltration permettent de démasquer des marchands sans scrupules. Les enquêteurs découvrent l'existence d'un marché noir qui fabrique des milliers de pièces de qualité inférieure qui ont l'air neuves. C'est de l'excellente contrefaçon. La différence est pratiquement imperceptible. À l'époque de l'accident de Partner, des mécanismes de contrôle sont censés protéger les grandes compagnies aériennes contre les pièces non conformes. Par exemple, chaque pièce de rechange demande la signature de quelqu'un qui en atteste l'authenticité. On doit avoir de la documentation qui certifie que la pièce est en état de navigation. Il faut une fiche de maintenance authentifiée par un expert. Mais les enquêteurs découvrent qu'en plus du vaste marché noir de pièces de rechange, il y a également une forte demande pour la contrefaçon du sceau de la FAA. Dans cette industrie, le sceau vaut davantage que la pièce elle-même. Les enquêteurs croient d'abord que le problème concerne principalement les petites compagnies aériennes. Les petits exploitants sont habituellement plus susceptibles d'être touchés par le problème du marché noir des pièces de rechange. Mais ils sont stupéfaits d'apprendre que des pièces non conformes ont été trouvées sur l'avion le plus minutieusement inspecté du monde, Air Force One. Le problème a rejoint ce que plusieurs considèrent comme étant l'échelon supérieur du monde de l'aéronautique, celui de l'avion du président des États-Unis. Des pièces non conformes ont réussi à s'infiltrer dans la chaîne logistique la plus hermétique qui soit. La FAA réagit promptement. Plus d'une centaine de marchands de pièces de rechange sont arrêtés. Chacune de ces condamnations nous a permis de sensibiliser davantage les gens, non seulement aux problèmes de contrefaçon, mais aux lourdes conséquences qui en découlent lorsqu'on risque la vie d'autrui. Selon moi, notre meilleur coup a été d'obtenir des condamnations criminelles. Au terme de cette enquête, la FAA a instauré un système plus rigoureux en matière de documentation des pièces d'avion. Elle a menacé les compagnies aériennes de porter des accusations criminelles si elles acceptaient sciemment les pièces non conformes. Les choses ont bien changé maintenant. Le milieu est beaucoup plus réglementé que dans les années 80 et 90. On doit vraiment s'assurer que le mécanicien qui tient l'outil entre ses mains est suffisamment informé pour détecter une pièce non conforme. Et c'est possible de le faire. La nouvelle réglementation a permis à la FAA d'atteindre son objectif. 20 ans se sont écoulés depuis l'écrasement du vol 394 et depuis, il n'y a pas eu un seul accident mortel dû à des pièces non conformes. Quelques années après la tragédie de Partner, Finn Heimdall a été nommé directeur du bureau d'enquête sur les accidents de la Norvège. C'était un mystérieux casse-tête. Sans raison apparente, un avion s'était désintégré en plein ciel. Ces conclusions sur l'écrasement ont entraîné une refonte de la réglementation qui a certainement sauvé des vies. C'est l'aspect positif de la catastrophe. Mais malheureusement, ça a été une terrible tragédie pour plusieurs personnes. L'une des plus petites pièces sur un vol nolisé norvégien a connu une défaillance en 1989. Mais comme les enquêteurs ont réussi à trouver la cause de l'écrasement, les passagers du monde entier n'ont plus à craindre d'être victimes d'un avion assemblé avec des pièces non conformes.
Where's Adam direct to? My God, he's flying north. Un Boeing 737 s'écarte dangereusement de sa trajectoire. Adam 574, confirm our position, please. Les pilotes tentent de remettre l'avion sur la bonne route. This is crazy. Ils sont perdus dans une violente tempête et leur appareil se met à basculer. Les vies de 102 personnes sont en danger. Adam 574, U-John control. Puis, mystérieusement, le vol 574 d'Adam Air disparaît sans laisser de traces. Nous sommes le 1er janvier 2007 à Surabaya, en Indonésie. C'est le jour de l'an et tout le pays est en liesse. L'aéroport de Surabaya est très animé. Mais cet achalandage n'est pas limité à la période des vacances. Dans toute l'Indonésie, les lignes aériennes bon marché se multiplient. Et bien des voyageurs profitent de leurs billets d'avion à prix réduit. Pour l'Indonésien de classe moyenne, l'apparition soudaine de nombreux transporteurs à faible coût a fait une énorme différence. Adam Air est l'une de ces nouvelles lignes aériennes. Good afternoon, departure. This is Adam 574. Adam 574, this is ground control. Go ahead. Adam Air avait du succès parce qu'il donnait une nouvelle image à l'industrie du transport aérien. Ses dirigeants avaient adopté des couleurs vives. Leur avion était peint d'une belle couleur orange. Les membres d'équipage portaient des uniformes voyants. Ce transporteur avait tout pour plaire. Le commandant Refri Widodo pilote les appareils d'Adam Air depuis 6 mois. Aujourd'hui, il est aux commandes du vol 574 et il va effectuer un court vol intérieur. Son copilote, Yoga Susanto, est au service de la ligne aérienne depuis environ 18 mois. L'avion transporte 96 passagers et 6 membres d'équipage. En ce moment, les contrôleurs aériens doivent autoriser le départ et l'arrivée de nombreux avions. Okay, Adam 574 is clear for takeoff. 80 knots. Check. V1. Rotate. Les pilotes vont effectuer un vol de routine de 2 heures seulement. De Surabaya, sur l'île de Java, jusqu'à Manado, située au nord-est de l'île de Sulawesi, à près de 1700 km de distance. Au début de la saison des pluies, le temps est imprévisible. Les météorologues prévoient une violente tempête. Le commandant Widodo sait qu'il volera peut-être sous des cieux peu cléments. Turn right direct to Fando and climb to flight level 330. Roger, turn right, direct to Fando and climb to flight level 330, Adam 574. Quelques minutes après le décollage, les pilotes mettent le pilote automatique en marche. L'ordinateur de vol pilotera l'avion et le conduira à Manado en suivant une route pré-planifiée.
now passing flight level 220, climbing to flight level 330. Roger, Adam 574, track direct to Diola. Confirmed. Tracking direct to Diola, Adam 574. 6700 mètres plus bas, les contrôleurs aériens suivent sa trajectoire de vol au radar. L'avion maintient son cap. Mais il subit déjà les effets des premières turbulences. Moins d'une demi-heure après le décollage, les contrôleurs aériens font une découverte étonnante. Where's Adam direct to? My God, he's flying north. Le vol 574 a quitté sa trajectoire de vol et se dirige au cœur d'une violente tempête. Les contrôleurs aériens n'y comprennent rien. Yes. À bord du Boeing, les pilotes veulent connaître l'ampleur de la dérive. The IRS. 28 is the difference. Ils tentent de corriger le problème grâce au système de navigation par ordinateur. May I have your attention? This is your captain speaking. We are about to experience some turbulence. Put all the passengers return to their seats. Les contrôleurs au sol s'efforcent de remettre le vol 574 sur la bonne route en le dirigeant vers son prochain point de cheminement assigné, Diola. Adam Air 574, maintain 350, direct to Diola. Confirm flight level 350, direct to Diola, Adam 574. Mais pour arriver au point de cheminement, ils devront traverser une violente tempête. Des vents de 137 km/h heurtent la coque du Boeing, déjà giflée de plein fouet par la grêle et la pluie. La visibilité est presque nulle. Les pilotes ne sont pas seulement préoccupés par le temps, ils ne comprennent pas la soudaine défaillance du système de navigation. Les pilotes ont tous peur de se retrouver en panne au-dessus de l'océan. Quand on perd ses instruments de navigation, ou bien quand on ne peut plus leur faire confiance, qu'est-ce qu'on fait? Le copilote Susanto consulte le manuel de l'avion. Starting to fly like a bamboo ship. Le commandant Widodo ignore où il est. Il a besoin d'indications. Confirm our position. Adam 574, confirm our position, please. Roger, Adam 574, position is 125 miles. Mike, Kilo Sierra, crossing radial 307. Mike, Kilo Sierra. The weather in Mike Kilo Sierra isn't good. Entre-temps, la tempête redouble de violence. This is crazy. We're going to get lost if it stays like this. Le commandant Widodo veut reprendre le contrôle manuel du système de navigation. Okay, put the IRS in attitude. Soudain, une alerte retentit. Le pilote automatique a complètement débrayé. Ensuite, de nombreux voyants s'éteignent sur le tableau de bord de Susanto. L'équipage ne remarque pas que l'avion est en train de basculer. Le vol 574 s'incline dangereusement. Okay, enter this. Bank angle. Bank angle. Bank angle. Si le roulis n'est pas rapidement contrôlé, l'avion et ses 102 passagers pourraient être projetés dans une spirale descendante fatale. Okay, put it back on nav again. Put it back on nav again. Put it on nav again. Le commandant Widodo veut réenclencher le système de navigation de l'ordinateur de bord.
L'avion roule toujours et à présent, son nez pointe vers le sol. Une deuxième alerte leur signale qu'ils amorcent une spirale descendante. Don't turn it! This is unheading! Adam 574, Yujung Control. Adam 574, Yujung Control. Adam 574, radar service terminated. Please contact Yujung Control at 128.1. Ujung a perdu la trace de l'avion. La nouvelle de la disparition du vol 574 d'Adam Air se propage rapidement. Et le gouvernement indonésien mobilise aussitôt des équipes de recherche et de secours. Le Comité national pour la sécurité des transports de l'Indonésie, le KNKT, est également informé. Le KNKT est l'organisme responsable des enquêtes sur les accidents d'avion en Indonésie. Frans Wienus est chargé de l'affaire du Boeing 737 d'Adam Air. Après un accident ou un incident grave, nous rassemblons toutes nos ressources et nous formons une équipe qui sera ensuite sur les lieux de l'accident. En collaborant avec le Centre de contrôle aérien, les secouristes tentent de localiser la dernière position enregistrée du vol 574. J'ai reçu un rapport déclarant que le vol d'Adam Air avait disparu de l'écran radar au large de Majini. Le radar a repéré l'avion tandis qu'il traversait la mer à mi-chemin de sa destination. Okay, so right around here. Mais le Boeing a pu parcourir des centaines de kilomètres supplémentaires à l'insu du radar. Les chercheurs n'arrivent pas à le retrouver. La disparition de cet avion nous a stupéfaits. À notre époque moderne, personne ne s'attend à une telle chose. Incapables de localiser l'avion avec précision, les enquêteurs tentent de délimiter la zone de balayage. Ils connaissent les réserves de carburant du Boeing et peuvent donc calculer sa limite de vol à partir de la dernière image radar. If this is their last radar hit, they didn't have enough fuel to fly any further than this. Plus de 3000 hommes sont déployés sur les traces de l'avion disparu. 12 heures s'écoulent sans le moindre résultat. Puis les parents et amis des victimes reçoivent des nouvelles inespérées. Des survivants ont été retrouvés. Les équipes de secouristes se précipitent vers l'île de Sulawesi en espérant rendre des survivants à leurs proches. Ils comptent aussi découvrir les causes de l'accident. Quand on a appris que certaines personnes avaient survécu à l'écrasement, les familles des voyageurs, déjà très éprouvées et émotives, se sont dit qu'il y avait peut-être une chance. Leurs frères, cousins, maris ou femmes pouvaient être encore en vie. Mais lorsque les premiers secouristes arrivent sur les lieux, ils découvrent que ces survivants n'étaient pas à bord du vol 574. So they were ferry survivors, not airplane survivors. Ils étaient à bord d'un bateau coulé par une tempête dans la région où l'on cherchait l'épave du Boeing 737. Les équipes de secours sont de retour à la case départ. Les familles se sont mises à espérer et beaucoup de gens se sont rendus à Makassar afin de gagner le site de l'écrasement. Mais ils ont découvert qu'ils étaient venus en vain. Pour les familles des disparus, la déception est amère. Nous avions honte parce que l'information avait été diffusée avant même d'être vérifiée. Le gouvernement était embarrassé qu'on ait publié cette fausse nouvelle.
L'avion a disparu depuis une semaine. Et chaque jour, les chances de survie des victimes diminuent. On ne savait pas encore où l'avion s'était écrasé, comment c'était arrivé, et encore moins pourquoi. L'enquêteur Franz Winnes doit retrouver l'épave le plus rapidement possible. Et surtout, les boîtes noires qui ont enregistré les données de vol et les conversations du poste de pilotage. Des balises sont fixées aux 2 boîtes noires, mais leurs piles s'épuiseront au bout de 30 jours. Si on ne les découvre pas bientôt, tout espoir sera perdu. Neuf jours après l'écrasement du vol 574 d'Adam Air, un pêcheur découvre un vestige de métal qui semble provenir d'un avion à 300 mètres de la côte de Sulawesi. La pièce est rapidement transportée dans une base aérienne pour y être analysée. Franz Winnes identifie immédiatement un fragment de gouverne de profondeur. Il l'examine de près, espérant prouver qu'elle provient du Boeing disparu. On a comparé le numéro de série du fragment à ceux de l'avion. Nous étions donc sûrs qu'il s'agissait d'une partie de l'épave. La découverte confirme l'écrasement du vol 574 en mer. L'équipe d'enquête peut maintenant concentrer ses recherches dans la zone où l'on a retrouvé le fragment de gouverne. Puisque l'avion a été fabriqué aux États-Unis, le Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, participera dorénavant à l'enquête. Ses dirigeants envoient donc l'ingénieur de structure Clint Cruikshanks en Indonésie. De concert avec le KNKT, on a étudié les images radars, les transmissions de la circulation aérienne et les rapports météorologiques. Bref, toute l'information disponible dans l'espoir de découvrir à quel endroit l'avion avait plongé. Mais les enquêteurs devront chercher leur épave à 2000 mètres de profondeur, hors de portée des meilleurs plongeurs en haute mer. C'était des eaux très profondes. Rien à voir avec les endroits où l'on récupère la plupart des avions perdus en mer. Le gouvernement indonésien veut qu'Adam Air paie les coûts de la récupération. Les enquêteurs en discutent avec les représentants de la ligne aérienne. It is going to be expensive. We need to hire contractors to go down that far. Les dirigeants d'Adam Air n'endossaient pas toute la responsabilité de l'accident, mais le gouvernement et la grande majorité de l'opinion publique les jugeaient presque entièrement responsables, parce qu'ils étaient les propriétaires de la ligne aérienne. La ligne aérienne refuse de payer l'opération de récupération, ce qui donnera lieu à de longues négociations. Cette nouvelle est loin de réjouir Franz Winnes. Si personne ne veut assumer le coût des recherches sur le plancher sous-marin, le mystère du vol 574 ne sera jamais résolu. Les familles des victimes accusent également le coup. Les familles des disparus voulaient savoir comment leurs parents avaient péri. Tout le monde voulait que le gouvernement et la ligne aérienne travaillent ensemble pour tirer les boîtes noires des profondeurs de l'océan. Tandis que l'enquête s'enlise, la colère monte dans tout le pays. Les gens critiquaient de plus en plus ouvertement Adam Air et les méthodes de ses dirigeants. Puis, au bout de 7 mois de négociations, This is good news. Thank you. Adam Air accepte enfin de participer aux frais de récupération de l'appareil englouti. Phoenix International, une firme américaine spécialisée dans les opérations de renflouement en profondeur, commence ses recherches le 24 août. Mais le temps perdu a déjà eu de sérieuses conséquences. On connaît la position de l'épave, mais les balises de repérage des 2 boîtes noires n'émettent aucun signal. Sans ces balises, ils auront bien du mal à retrouver 2 minuscules boîtes noires parmi les milliers de débris. De plus, la contribution financière d'Adam Air ne couvrira pas plus d'une courte semaine de recherche. Ça voulait dire, allez-y, mais si vous n'avez rien trouvé après ces jours, c'est fini. Dès que le sonar a localisé des débris, un sous-marin téléguidé sans équipage est lancé à la recherche des boîtes noires. We're coming up on something.
On voyait des fragments d'épave assez légers. Des gilets de sauvetage, des plateaux repas, des petits objets métalliques. Oh my God, this is it. Les enquêteurs aperçoivent enfin l'épave. This plane is ripped apart. Le triste état de l'épave démontre la violence de l'écrasement. Ces petits fragments d'épave ne nous apprenaient rien sur les causes de l'accident, mais ils prouvaient que l'avion avait percuté les vagues à une vitesse très élevée. Je n'avais jamais vu d'appareil aussi fragmenté. Au bout de 2 jours de recherche, l'enquêteur du NTSB frappe dans le mille. All right, stop. Rotate back 5 degrees. Du côté gauche de l'écran vidéo, j'ai aperçu une tache orange et j'ai demandé à l'opérateur du véhicule téléguidé d'aller plus près. That's it. That's it. Okay. De près, on a vu qu'il s'agissait bien de l'enregistreur de données de vol. L'enregistreur des données de vol du Boeing 737 a été repéré. All right. Good work, Joe. Let's get this up. On était très excités en sachant qu'on aurait bientôt récupéré une des boîtes noires. Non loin de là, les enquêteurs retrouvent l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. That's it. La semaine est terminée et les opérations de récupération prennent fin. Les enquêteurs espèrent que ces nouveaux éléments leur permettront de déceler les causes de l'accident. Les boîtes noires constituaient nos seuls indices. La carcasse de l'avion était hors de notre portée et on n'avait aucun témoin. Mais les enregistreurs ont passé près de 8 mois au fond de l'océan. Ils pourraient être sérieusement endommagés et ne divulguer aucune nouvelle information. Les boîtes noires du vol 574 d'Adam Air sont expédiées au NTSB à Washington, D.C. Les enquêteurs croient que les labos du NTSB représentent leur meilleure chance d'en tirer de nouvelles informations. Après avoir retrouvé un enregistreur de bord dans l'eau salée, on doit d'abord le nettoyer dans l'eau douce, puis le garder immergé jusqu'à ce qu'il arrive à nos laboratoires. Combinés, le sel et l'air provoquent une réaction chimique qui génère de la rouille. Et cette rouille peut endommager les composants électroniques des enregistreurs. Une immersion en eau douce peut retarder cette réaction. Dans cette affaire, comme l'épave allait rester au fond de l'océan, il nous fallait absolument obtenir les données des 2 enregistreurs. Franz Winnes suit les boîtes noires jusqu'aux États-Unis. Si les boîtes noires avaient enregistré de l'information, nous étions presque assurés de l'extraire. Les techniciens commencent la difficile opération de récupération des données. L'extraction des informations est un effort multinational. On a demandé l'aide de l'ATSB, le Bureau australien de la sécurité des transports. Nous avons d'excellentes relations avec le NTSB et notre expert en enregistreur de bord s'est rendu aux États-Unis pour aider ses collègues. Les composants électroniques qui contiennent les données sont retirés du boîtier et soigneusement séchés. Puis l'information est téléchargée vers un serveur. We've got it all. It's all there. Dès que j'ai su qu'on avait récupéré 100% des données, j'ai compris qu'on connaîtrait les causes de l'accident. Grâce aux 2 boîtes noires, les enquêteurs sauront enfin pourquoi le vol 574 est tombé du ciel. Good afternoon, departure. This is Adam 574. Now passing Flight level 220, climbing to flight level 330. Roger, Adam 574, track direct to Diola. Confirmed, tracking direct to Diola, Adam 574. Les conversations révèlent aux enquêteurs que les pilotes savaient que le système de navigation du Boeing les faisait dévier de la trajectoire prévue. The IRS. 28 is the difference. Drifting. Et qu'ils tentaient de régler le problème.
This is messed up. Where's Adam direct to? My God, he's flying north. Adam Air 574, maintain 350, direct to Diola. Confirm, flight level 350, direct to Diola, Adam 574. Pour passer d'un point de cheminement à l'autre, l'ordinateur de vol doit toujours connaître la position exacte de l'avion. Cette information provient d'un élément appelé INS, ou Système de navigation par inertie. L'INS piste chaque changement de cap de l'appareil afin de calculer sa position exacte, puis il transfère l'information au pilote automatique. Le pilote automatique doit savoir où se trouve l'avion et où il se rend. Et il obtient ces données de l'INS, c'est-à-dire l'altitude, le cap et la vitesse. Mais pour que le système de navigation suive la trajectoire de l'appareil, il doit connaître son point de départ. L'INS doit donc être calibré avant le décollage. En entrant les coordonnées du poste de stationnement, les pilotes lui fournissent ce point de départ. Les enquêteurs se demandent si l'INS a guidé l'avion hors de sa trajectoire à cause de coordonnées de départ erronées. We just got this. Il vérifie cette théorie en étudiant l'information fournie par l'enregistreur de bord. The numbers are fine when they're on the ground. Yes. Les données confirment que l'INS a été calibré avant le décollage du vol 574 d'Adam Air. This is where it begins. Mais pour une raison inconnue, le système de navigation par inertie a fait dériver l'avion presque tout de suite après le décollage. Just gets worse and worse. I have something else I'd like to show you. Some maintenance logs. Les deux enquêteurs étudient le registre d'entretien de l'INS installé à bord du vol 574. As you can tell, there's more than 100 write-ups here. Look at this. Same unit. The same problem. That's right. Le registre d'entretien fait état de nombreuses plaintes contre le système de navigation au cours des 3 derniers mois. Again and again. Les enquêteurs se demandent pourquoi la ligne aérienne n'avait pas simplement réglé le problème. Il est évident que le système de navigation par inertie de cet appareil aurait dû être retiré et envoyé à la maintenance pour y être calibré ou réparé. Mais les enquêteurs découvrent que lorsque les pilotes se plaignaient d'un INS défectueux, la ligne aérienne ne le réparait pas vraiment. On l'échangeait parfois contre celui d'un autre avion, ou bien on se contentait d'effectuer un nettoyage de routine de l'élément défectueux. Ils sortaient les connecteurs, les aspergeaient d'huile de nettoyage lubrifiante et les remettaient en place. Puis, ils faisaient quelques essais au sol et notaient « essai au sol concluant » dans le carnet d'entretien. Comme l'INS est une pièce d'équipement vitale, ces méthodes contredisent toutes les politiques de réparation recommandées. Malgré cela, un INS défectueux n'aurait pas dû causer l'écrasement d'un Boeing. À présent, les enquêteurs se demandent si la violente tempête que le vol 574 a dû affronter de plein fouet a joué un rôle dans la tragédie. This is messed up. This is really messed up. It's starting to fly like a bamboo ship. Confirm our position. Le mauvais temps est une des causes reconnues des accidents aériens. Il peut gravement endommager un appareil et désorienter ses pilotes. En 1977, un DC-9 de Southern Airways a traversé une violente tempête près de New Hope, en Géorgie. La grêle a bouché les réacteurs qui ont littéralement explosé. L'avion s'est écrasé sur une petite ville et 72 personnes ont perdu la vie. Afin de déterminer si la tempête a joué un rôle dans l'écrasement du Boeing d'Adam Air, les enquêteurs devront obtenir une image plus complète des derniers moments du vol 574.
Ils vont donc combiner les données des deux boîtes noires afin de créer une simulation du vol par ordinateur. Cette simulation révélera qu'un simple geste aurait permis d'éviter la tragédie. Les enquêteurs retournent à Jakarta afin d'étudier la simulation du vol 574 d'Adam Air. The weather in my Kilo Sierras isn't good. This is crazy. We're going to get lost if it stays like this. Ils voient que pendant la majeure partie du vol, le système de navigation dirigeait l'avion. Mais comme l'INS faisait dériver l'appareil, le commandant a décidé de reprendre les choses en main. Okay, put the IRS in attitude. Le copilote Susanto a donc réglé le système de navigation à un mode calculé pour garder l'avion en palier et en droite ligne. Le commandant Widodo n'avait plus qu'à changer de cap. This is where they switch from nav to attitude. Le passage d'un mode à un autre provoque l'arrêt de certains indicateurs informatisés pendant le recalage. L'un d'eux est l'ADI, qui indique aux pilotes si leur avion vole en palier à une altitude constante. ADI goes off and stays off. Le changement de réglage a une deuxième conséquence, beaucoup plus grave. That's where the plane starts its right roll. Le pilote automatique a débrayé lorsqu'ils sont volontairement passés du mode nav au mode attitude. Et l'appareil s'est mis à rouler vers la droite de façon presque imperceptible, de l'ordre d'1 degré par seconde environ. En passant du mode nav à attitude, le commandant Widodo a sauté une étape cruciale. Il aurait dû faire voler le Boeing en palier, droit devant, pendant que l'ordinateur de vol se réajustait au nouveau mode. Maintain straight and level constant airspeed flight until attitude displays recover. Approximately 30 seconds. It's in the manual. Any pilot who is trained and qualified. Tout navigant entraîné et qualifié pour piloter un Boeing 737-400 devrait savoir que pour passer du mode nav au mode attitude, il faut que les ailes de l'avion restent stables pendant 30 secondes. Aucun des deux pilotes n'a respecté la consigne, et cet oubli aura de terribles conséquences. Privé de cette stabilité, le pilote automatique débraye soudainement. L'ordinateur de vol déclenche alors une alerte que l'équipage technique ignore. Les pilotes ne semblent pas avoir remarqué que leur avion n'était plus sous le contrôle du pilote automatique. En quelques secondes, une vulgaire anomalie s'est transformée en situation critique. Les données indiquent que l'avion avait tendance à rouler vers la droite. Comme les vieilles voitures, les vieux avions n'avancent pas toujours en ligne droite. Durant le vol, le pilote automatique contrebalançait ce roulis en levant l'aileron de l'aile gauche du Boeing. Les ailerons sont les volets mobiles des ailes qui permettent de contrôler le mouvement de roulis de l'avion vers la droite ou la gauche. Mais le débrayage du pilote automatique a mis fin au rééquilibrage et l'aileron est retourné à une position neutre, permettant à l'avion de reprendre sa tendance naturelle à rouler vers la droite. À ce moment-là, le taux de roulis de l'avion était d'1 degré par seconde. Préoccupés par leur système de navigation défectueux et un horizon obscurci par d'épais nuages, les deux hommes n'ont pas réalisé que leur avion s'inclinait. Durant un vol, la désorientation des pilotes est un phénomène courant. Nos sens peuvent nous transmettre de fausses informations ou des sensations erronées. On peut croire qu'on vole en ligne droite à une altitude constante, mais en réalité, l'avion roule lentement vers la droite ou vers la gauche. Le 737 est programmé pour lancer une alerte dès que le roulis dépasse les 35 degrés. L'enregistreur de bord prouve aux enquêteurs qu'après l'alerte,
le commandant Widodo a effectivement tenté de stabiliser l'avion. Après avoir entendu l'alerte sonore annoncer angle de roulis, ils ont fait de légers ajustements aux commandes de l'avion, mais ils ne l'ont pas piloté manuellement. Croyant que le pilote automatique maintiendrait l'altitude de son appareil, le commandant Widodo reporte son attention sur l'INS récalcitrant. Pendant que le pilote s'efforçait de diagnostiquer la défaillance de l'INS, sa capacité de répondre aux autres problèmes a sans doute diminué. À ce moment-là, l'anomalie de l'INS est devenue sa seule priorité. Logiquement, un des pilotes aurait dû s'occuper du système de navigation, tandis que l'autre dirigeait l'avion. Mais ils étaient tous les deux obsédés par l'INS et ils n'ont pas compris que l'avion était en danger. It's 60 degrees now and there's no attempt at recovery. Don't turn it! This is our heading! Pull up! Pull up! Les enquêteurs comprennent aussi que les mesures prises par le commandant Widodo ont aggravé la situation. Comme son avion était nettement incliné à droite, le pilote aurait dû stabiliser les ailes puis redresser le nez du Boeing. Mais il a fait exactement le contraire. Widodo s'est mis à tirer sur le manche de commande avant que ses ailes soient revenues à l'horizontale. Son avion a donc été précipité dans un dangereux piqué en spirale. L'avion s'est mis à rouler, et il a continué de rouler jusqu'à ce qu'il soit pratiquement en position inversée. Et comme il ne volait plus comme un avion normal devrait le faire, il est tombé du ciel. L'appareil dégringolait à près de 900 km/h. Une vitesse qui lui permettait de franchir par moment plus de 6400 mètres par minute. C'est une vitesse presque équivalente à celle du son et qui dépasse la marge de tolérance du Boeing par plus de 150 km/h. It's rolling over rapid descent. They can't recover now. À une telle vitesse, le Boeing ne peut maintenir son intégrité structurale. And that sound. That's the sound of the plane coming apart. Les boîtes noires ont révélé la fin du vol 574. Mais elles ont également soulevé des questions vitales. It's just one error after another. Les pilotes avaient le temps de rectifier la situation. Ils en avaient largement le temps. Les enquêteurs en arrivent à une conclusion troublante. La seule défaillance mécanique du Boeing était celle de son INS, qui n'aurait pas dû à elle seule provoquer l'écrasement. La défaillance mortelle provenait des humains. Okay, put the IRS in attitude. Mais pourquoi des pilotes qualifiés ont-ils commis des erreurs aussi grossières? Don't turn it! This is our heading! Les enquêteurs devront scruter les opérations de la ligne aérienne afin d'obtenir des réponses à leurs questions. Et à lui seul, cet écrasement soulèvera des doutes sur toute l'industrie de l'aviation indonésienne. Les enquêteurs détournent leur attention des agissements des pilotes du vol 574 à ceux de leurs employeurs, Adam Air. Ils rencontrent ses propriétaires. La ligne aérienne Adam Air avait été fondée en 2002 par une riche femme d'affaires appelée Sandra Ang. Elle lui avait donné le nom de son fils Adam, qu'elle avait nommé président de la nouvelle entreprise. You need to know more about your training program. Les enquêteurs interrogent donc les pilotes d'Adam Air. Did the airline provide any training on recovery procedures in the event of an IRS failure? No. Ils veulent en savoir davantage sur les méthodes de formation de la ligne aérienne. What about recovery techniques? IRS troubleshooting? No? Ils apprennent des faits troublants. Rien ne nous permettait de croire
que les pilotes avaient été adéquatement entraînés en cas de débrayage soudain du pilote automatique ou pour voler malgré une défaillance du système de navigation par inertie. Thank you, gentlemen, for your time. En approfondissant leurs recherches, les enquêteurs découvrent une multitude de pratiques non sécuritaires. Au mois de février 2006, 11 mois avant l'écrasement du vol 574, un autre appareil d'Adam Air, le vol 782, avait dérivé de sa trajectoire, dans les mêmes circonstances. Ces pilotes disposaient, eux aussi, de données de navigation erronées, mais leur communication radio avec le centre de contrôle aérien était coupée. Ils n'avaient pas le moindre recours. Ils ont erré dans l'espace aérien pendant 3 heures. L'équipage technique tentait de repérer leur position, tout comme le centre de contrôle aérien. Ils étaient au-dessus de l'océan. Tout comme le vol 574, l'appareil était victime d'une panne d'INS. En fin de compte, cet avion a atterri 500 km au sud de la destination prévue. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils survolent une île qui était heureusement dotée d'un aéroport. Ils se sont dit, on va atterrir ici. C'est à ce moment-là qu'ils ont su où ils se trouvaient. 6 mois après le vol 574, la Commission européenne a frappé toutes les lignes aériennes de l'Indonésie d'une interdiction de vol au-dessus de l'Europe. C'était un message assez musclé. L'Union européenne annonçait au reste du monde qu'elle considérait les transporteurs aériens indonésiens comme dangereux et qu'elle déconseillait leur utilisation. Au mois de mars 2008, Adam Air est impliqué dans un autre accident, mais cette fois sur l'île de Batam. L'avion est sorti de la piste et s'est déposé sur le côté. L'évacuation des passagers n'a pas été faite dans les règles. Aucune glissière n'a été déployée. Ce fut leur dernier accident. Pour tout le monde, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Les gens qui ne s'en fichaient pas, ceux qui voulaient réformer l'industrie et l'améliorer, étaient horrifiés du régime chaotique d'Adam Air. Ils étaient scandalisés que les autorités aient laissé la situation se détériorer à ce point. Tout de suite après l'accident de Batam, le gouvernement indonésien a suspendu puis révoqué le permis d'exploitation d'Adam Air. Tout en sachant que la ligne aérienne n'était pas seule en cause. Avant le vol 574, l'Indonésie subissait en moyenne un accident par période de 12 à 18 mois. Une bonne partie de ces accidents impliquaient les transporteurs bon marché qui faisaient des affaires d'or grâce au laisser-faire du gouvernement. Plus de 50 de ces lignes aériennes étaient en opération le jour de l'écrasement du vol 574. Le problème, c'est que cette expansion rapide n'a pas été adéquatement contrôlée, ni réglementée par le gouvernement. Des milliers de gens ont été embauchés par ces nouvelles lignes aériennes, mais ils n'avaient pas l'expérience requise et ils n'étaient pas bien formés, comme l'a d'ailleurs prouvé le rapport d'enquête de l'écrasement du vol 574 d'Adam Air. La triste réputation de l'aviation indonésienne contraint le gouvernement à améliorer la sécurité aérienne dans tout le pays. Il attribue des codes de sécurité aux lignes aériennes et interdit de vol toutes celles qui ne s'y conforment pas. Les incidents mortels ont diminué depuis la réforme. Mais 1 an et demi après son adoption, l'interdiction de vol au-dessus des territoires de l'Union européenne n'a pas encore été révoquée. Ceux qui connaissent bien l'aviation civile de l'Indonésie croient que cette réforme est insuffisante. La réforme doit empêcher l'émergence de compagnies comme Adam Air et celles d'autres lignes aériennes toujours prêtes à sabrer dans les dépenses, en risquant la vie du public par la même occasion. Le public ne mérite pas ça. Il mérite des transports aériens fiables et sécuritaires.